Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à notre 22e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Je suis Donald Zavounou, chargé de projet éducatif à Solar Solutions, une entreprise orientée vers la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité. C'est donc dans cet objectif que nous nous retrouvons ce soir pour discuter du thème historique et enjeux de la neutralité carbone. Historique et enjeux de la neutralité carbone. Et pour mieux nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés deux prestigieux intervenants ce soir. Monsieur Couderin Martial, qui est ingénieur agronome, spécialiste en aménagement et en gestion des ressources naturelles et directeur exécutif de Crédit ONG, et M. Moumouandé Toudal, qui est ingénieur agronome, passionné par la durabilité environnementale et qui travaille au niveau de l'ONG IDIOM. Dans un instant, vous aurez le plaisir de faire leur connaissance. Mais avant de leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter, j'aimerais vous dire que si vous aviez des questions, si vous souhaitez interagir à l'occasion de ce webinaire, d'attendre la fin de leur présentation pour poser vos questions ou pour nous laisser vos commentaires. Vous aurez un rapport sur chat, écrire directement votre question ou votre commentaire dans la discussion ou simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à gauche. Levez la main pour qu'on puisse donner la parole. Alors que les impasses du changement climatique deviennent de plus en plus préoccupants, il est crucial de se pencher sur les évolutions que nous avons déjà réalisées visant à atteindre la neutralité carbone et bien évidemment sur les enjeux qui en découlent. Si vous êtes avec nous à l'occasion de ce webinaire, nous vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Monsieur Martial Couderin, vous qui êtes l'un de nos intervenants principaux, voulez-vous s'il vous plaît vous présenter à nos chers participants s'il vous plaît? Merci, bonsoir à tous. Donc, on m'appelle Martial Couderin, je suis ingénieur agronome. J'ai fait un DSS en aménagement et gestion des ressources naturelles et je suis pisciculteur, donc j'élève des poissons. Je suis le directeur exécutif de Crédit ONG, entendez Centre régional de recherche et d'éducation pour un développement intégré. Merci beaucoup pour votre présentation, Monsieur Martial Couderin. Monsieur Moumouandé Toudal, vous qui êtes notre second intervenant, voulez-vous s'il vous plaît vous présenter également à nos chers participants? Bonjour à tous. Ingénieur agronome, je porte un très grand intérêt à la durabilité des systèmes agricoles. Je suis chargé de programme à IDID ONG. IDID ONG, c'est de façon pour définir, c'est Initiative pour un développement intégré et durable. C'est une ONG qui intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire, des changements climatiques. Sa mission est de contribuer au renforcement de capacités des hommes et des femmes dans ces domaines cités à travers la recherche à fond, action participative et la collaboration avec d'autres organismes, aussi bien à l'échelle locale et internationale. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Moumouandé Toudal, pour cette présentation. Monsieur Couderin Martial, vous qui êtes un spécialiste du domaine, vous qui êtes un ingénieur agronome, que doit-on comprendre lorsqu'on dit enjeu et historique de la neutralité carbone? Que sommes-nous censés comprendre? Merci beaucoup. Je crois que la question est pertinente et d'actualité.
Cela semble être une question de spécialistes, mais en réalité, ça nous concerne tous et c'est ce que nous allons essayer ensemble de décrypter et de voir que effectivement, c'est une question qui n'est pas seulement réservée aux spécialistes. Dans un premier temps, nous allons commencer par aborder la question donc, du réchauffement climatique, parler de la notion de gaz à effet de serre avant d'atterrir vraiment au concept de la neutralité carbone et son origine pour parler des enjeux. Et quand on regarde un peu qu'est-ce qui crée en fait ce réchauffement de la Terre, on comprend qu'il y a quelque chose qu'on appelle des gaz à effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre, c'est rien d'autre qu'un gaz qui absorbe une partie des rayons solaires et qui les distribue sous forme de radiation dans l'atmosphère. Aussi, nous devons comprendre que certains gaz à effet de serre sont présents dans l'atmosphère, mais également sont générés par les activités humaines. Et c'est là que nous allons retrouver le dioxyde de carbone, nous allons retrouver le méthane et d'autres gaz qui sont liés aux activités humaines. En vrai, c'est des gaz, comme on l'a dit, qui sont présents dans la nature, donc de manière naturelle, qui sont là, mais les activités humaines contribuent à l'enrichissement de notre atmosphère avec ces gaz-là, et c'est cela qui accentue le réchauffement en fait de la planète. Quand on regarde un peu les activités, nous avons par rapport au gaz carbonique, donc le CO2, qui est principalement émis par les gaz d'échappement, par la combustion donc des énergies fossiles, donc le pétrole, le charbon. Nous avons un autre gaz à effet de serre, donc le méthane, qui est principalement émis par les rizières. Donc, de façon globale, on parle un peu de l'agriculture. Lorsque nous nous intéressons à ce gaz, on dit que l'agriculture est responsable principalement de l'émission de ces gaz à effet de serre. Et il y a les marécages, donc les bas-fonds, les zones humides, donc les écosystèmes humides, tout ce qui est décharge, les ordures en décomposition, les élevages et en particulier les déjections qui sont des sources en fait d'émissions du méthane en particulier. Mais ce n'est pas que le CO2 qui constitue un gaz à effet de serre, mais généralement, on parle beaucoup du carbone en lieu et place de tous les autres gaz à effet de serre. Et c'est pas très compliqué, c'est parce que on a compris que le carbone, c'est-à-dire le CO2, c'est bien lui qui est le gaz de référence parmi les gaz à effet de serre. C'est déjà en termes de proportion 70% des gaz à effet de serre qu'on va retrouver dans l'atmosphère. Et sa durée de vie est beaucoup plus longue que tous les autres gaz. Et c'est pour cela, c'est pour simplifier un peu les calculs et les analyses que on essaye de ramener la capacité d'absorption des autres gaz à celui donc à celle du carbone, donc du CO2. Donc c'est pour cela que quand on parle aujourd'hui du carbone, en vrai, ce n'est pas seulement le CO2, c'est tous les gaz à effet de serre que nous ramenons un peu avec une mesure de standardisation qui les convertit en équivalent CO2.
Donc, si j'ai du méthane, je peux le convertir en équivalent CO2 et ainsi de suite. Alors, pour ne pas aller très en profondeur par rapport donc à cette notion, retenez simplement que nous avons plusieurs gaz à effet de serre et que le CO2, donc le dioxyde de carbone, va rester un peu le représentant, l'équivalent, enfin, tout ce que nous allons dire en parlant de carbone, nous sommes en train de faire référence à tous les gaz à effet de serre. Et qu'en est-il vraiment de la notion de la neutralité carbone? Il faut dire que c'est une notion qui est partie du principe que il a été constaté que lorsque nous émettons une tonne de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et cela produit exactement le même impact sur le climat, quel que soit là où nous nous trouvons, quel que soit là où se trouve l'émetteur, ou quelle que soit la façon dont l'émission a été émise. En fait, il est question que on a constaté justement que c'est une les effets, les impacts de cette émission sont les mêmes partout dans le monde. Et de la même manière, on a compris aussi que lorsqu'on fait une réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a le même impact, quel que soit le lieu où cela se produit. Et cela donc a commencé à nous interpeller tous à un niveau plus global pour parler vraiment de la question de carbone et donc de la neutralité carbone. Et la neutralité carbone, pour simplifier, c'est simplement la différence, en fait. On souhaite que lorsque nous menons des activités, nous émettons des gaz à effet de serre, comme je l'ai cité tantôt, le CO2, le méthane et les autres gaz qui suivent. Ce sont des émissions qui sont liées aux activités humaines. Et par contre, nous avons d'autres activités qui peuvent être considérées comme des activités ou des écosystèmes qui absorbent le CO2, donc qui retiennent le CO2, qui séquestrent le CO2. Et la question, c'est vraiment de faire la différence entre les émissions et les absorptions sur un territoire donné ou à l'échelle d'une ville ou d'un continent, ou même d'un individu, pour voir si cette différence elle est neutre, parce que c'est une vision, c'est un objectif de dire que on arrive à zéro émission nette de CO2. Donc, il faut comprendre que la vie sur Terre de l'homme ne peut pas être possible sans émission de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, c'est de soit au moins égal aux émissions ou que les absorptions aillent déjà même au-delà en fait des émissions pour être plutôt carbone négatif. On va voir tout à l'heure qu'il y a quand même certains pays ou certaines entreprises qui se donnent des objectifs, non pas de neutralité carbone, mais plutôt de carbone négatif. Et c'est de grandes ambitions qui sont quand même possibles lorsqu'on développe la stratégie qu'il faut. Alors donc, en gros, la neutralité carbone, c'est simplement un équilibre entre la quantité de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère et la quantité de CO2 qui est compensée ou éliminée. Alors, pourquoi on parle un peu de tout ceci? Parce que on a comme but de pouvoir réduire autant que possible, autant que faire se peut, les gaz à effet de serre dans notre atmosphère pour minimiser, pour réduire en fait ce que nous observons aujourd'hui et que nous qualifions donc de réchauffement climatique. C'est vraiment de limiter le réchauffement du climat en réduisant notamment les émissions de CO2 et en espérant effectivement que les phénomènes climatiques extrêmes comme les inondations imprévisibles, les sécheresses chroniques, les incendies,
et la fonte des glaces, l'élévation de l'océan et la perte de la biodiversité, que tout ceci puisse être réduit. Et donc, au niveau environnemental, il est question vraiment de la réduction en fait des gaz à effet de serre nécessite des actions importantes provenant des énergies fossiles. Et l'idée, ce serait de promouvoir des énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, la géothermie, etc. L'enjeu aussi au niveau environnemental, c'est la question de la séquestration du carbone, exige quand même des investissements massifs de la part des pays ou des personnes qui décident de se lancer dans ce défi, dans cette conversion, dans cette transition. Il y a également de nouveaux marchés qui vont s'ouvrir parce que la décarbonisation va favoriser l'émergence de nouveaux marchés tels que les énergies vertes, les technologies propres et les mécanismes de compensation carbone, comme on l'entend déjà sur beaucoup de débats, la question donc du marché du carbone. Et cela aussi fait appel à la transformation des industries, des secteurs comme celui de l'automobile, de la construction ou de la production d'énergie doivent se transformer pour réduire leur empreinte carbone. Quand je dis empreinte carbone, il faut toujours entendre tous les gaz à effet de serre. Et cela entraîne des coûts initiaux qui peuvent être lourds, mais qui vont générer des bénéfices à long terme. Les enjeux sociaux sont à ne pas négliger lorsqu'on parle de la neutralité carbone. Les inégalités globales, parce que la question de la neutralité soulève les enjeux d'inégalité entre les pays développés et les pays en développement, comme on dit, les principaux responsables des émissions historiques, parce qu'aujourd'hui, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai dit, on a constaté que les émissions faites à quelque endroit de la planète ont les mêmes impacts partout dans le monde. Et donc, on doit comprendre qu'aujourd'hui, les émissions faites dans les pays développés ont des impacts négatifs dans les pays en développement et qui sont souvent les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique. Alors, il y a la question de l'accès à l'énergie. Par exemple, pour les pays en développement, la transition vers la neutralité carbone ne doit pas compromettre l'accès à une énergie abordable parce que c'est aussi une question donc de budget. Et il n'est pas toujours évident pour les pays en développement. Il y a quelques enjeux technologiques qui méritent d'être évoqués, c'est-à-dire que lorsqu'on parle des énergies renouvelables, il y a besoin de déployer des énergies propres comme le solaire, donc l'éolienne, comme je l'ai déjà dit, les technologies de captage de CO2 et aussi il est question d'aller vers des notions d'efficacité énergétique où l'on doit maintenant réfléchir à une optimisation de la consommation d'énergie, par exemple dans les bâtiments, dans le transport, l'industrie, pour véritablement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et quelques défis quand même pour arriver à la neutralité carbone, c'est quand même une coordination au niveau international. Cela est indispensable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conférences de partis qui accouchent régulièrement de souris, mais il est important que chaque pays puisse normalement se fixer des objectifs ambitieux, bien sûr, et surtout de les respecter. La notion de pollueur-payeur a circule toujours, et on constate que dans les rencontres internationales, c'est toujours assez compliqué
pour les pays développés de véritablement respecter leurs engagements. Alors, il y a la notion de la compensation qui est aussi un grand défi. Les initiatives de compensation carbone, comme par exemple les reboisements, qui sont souvent critiquées si elles ne s'accompagnent pas d'une réduction significative des émissions. Il est crucial que la compensation ne soit pas un moyen d'éviter de réduire les émissions à la source, parce que il y a certains pays, certaines industries, grosses industries qui se disent, bon, ok, je continue à émettre ce que je fais, mais je contribue à faire le reboisement de superficie équivalente et ils continuent tranquillement à polluer notre planète. Je crois que c'est un gros défi qu'il faudrait aussi relever. Il y a la résistance politique, il y a les intérêts économiques qu'on ne dit pas. Alors, il y a quand même on peut dire quelques engagements, quelques villes, quelques entreprises qui se sont lancées un certain nombre de défis. C'est le cas, par exemple, de la ville de Copenhague, au Danemark, qui s'est fixée comme ambition de devenir neutre en carbone. Quand on dit neutre en carbone, ça veut dire mes émissions sont égales au moins aux absorptions, à mes absorptions. Donc, devenir neutre en carbone d'ici 2025, c'est un objectif que la ville de Copenhague s'est fixé. Et pour atteindre cet objectif, il y a toute une stratégie donc qu'il faut mettre en place derrière. Et donc, c'est notamment par rapport à cette ville, l'amélioration des systèmes de transport, l'amélioration de l'utilisation des énergies propres, des énergies renouvelables. Lorsqu'on sait que c'est un pays tempéré où il y a donc le chauffage qui est un gros poste en termes de consommation d'énergie. Il y a donc toute une stratégie aussi depuis 2012. Donc, Microsoft est devenu carbone neutre selon les informations que nous avons. Et derrière cette vision, cet objectif, la stratégie de Microsoft, c'est d'utiliser des énergies renouvelables, de réduire des émissions, par exemple des fournisseurs, donc de choisir des fournisseurs plus proches et de réduire justement les transports, de développer des technologies pour suivre les émissions de gaz à effet de serre et surtout pour capter et stocker du carbone, faire de la compensation, etc. Donc, on comprend un peu que lorsqu'on se fixe un objectif d'aller vers la neutralité carbone, il faut mettre derrière toute une stratégie pour y arriver. Et surtout, il faut mettre en place un dispositif de suivi pour savoir si, à quel niveau l'on se trouve dans le temps. Alors, par rapport donc au niveau individuel, il est question aussi de réfléchir à des actions concrètes que un individu peut mener, un ménage peut mener, par exemple, pour tendre vers une neutralité carbone. Donc, il est question, dans un premier temps, de penser à réduire la consommation d'énergie. Les questions, par exemple, d'économie d'énergie sont fondamentales. Lorsqu'on n'a pas besoin d'allumer des lampes, c'est pas la peine de les allumer. Il faut prendre des habitudes, donc d'éteindre les lampes des bureaux avant de rentrer, les climatiseurs, il faut les allumer que lorsqu'on en a besoin. Il faut choisir des transports à faible carbone. On parle généralement des transports en commun qui sont les plus faibles en carbone. Cela doit nous amener à modifier des habitudes alimentaires, c'est-à-dire que on estime que, par exemple, la consommation de la viande, que la production de la viande est source de production de gaz à effet de serre. Et que, en tant que tel, quand nous consommons de la viande qui vient des élevages, c'est que nous
encourageons les élevages, nous encourageons le développement des élevages et que il faudrait peut-être penser à manger moins de viande pour éviter que des élevages se développent davantage dans un objectif de nourrir en fait l'humanité. Donc, changer des habitudes alimentaires et aller vers, par exemple, des modes de consommation de type végétal. Ça, c'est des recommandations au niveau individuel. Il faut éviter le gaspillage et optimiser la gestion des déchets. C'est-à-dire que généralement, on achète des choses dont on n'a pas besoin. Après quelques temps, on les jette, on remplace nos téléphones, même quand ils fonctionnent encore. Il faut prendre soin des déchets. Il faut limiter son empreinte numérique. Il faut savoir que c'est fondamental aussi l'empreinte numérique, l'utilisation donc des ordinateurs, l'utilisation des téléphones. Il faut vraiment limiter leur utilisation et surtout commencer à s'interroger sur les énergies qui sont utilisées et également toutes les matières premières qui sont utilisées pour fabriquer nos téléphones ou nos appareils électroniques. Ceci aussi est très important parce que généralement, on pense qu'il faut véritablement se moderniser et on est dans le numérique à outrance. Cela contribue forcément à augmenter de manière indirecte l'émission des gaz à effet de serre. Alors, il faut penser à compenser les émissions résiduelles, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, si l'absorption moins les émissions, s'il y a une différence qui est positive, ça serait les émissions résiduelles. Et donc, par rapport à ça, il faut mettre en place des stratégies de compensation. Par exemple, il faut contribuer et participer à des actions de protection des écosystèmes naturels. Il faut soutenir des communautés locales pour protéger des forêts. Il faut participer à des actions de reboisement. Donc, ceci constitue des actions importantes. Il faut militer justement pour la protection donc, des écosystèmes naturels qui sont censés être des puits à carbone. Mais dans tout ceci, il faut mettre en place un dispositif qui permet de mesurer justement ces impacts. Il faut pouvoir calculer, utiliser des calculateurs pour calculer quelle est véritablement l'empreinte carbone que j'ai par rapport à tout ce que je fais chaque jour. Il faut aussi sensibiliser. Il faut sensibiliser les communautés locales ou toutes les personnes autour de soi en montrant l'exemple déjà et en expliquant un peu les conséquences de nos comportements et de nos choix sur la question donc du réchauffement climatique et donc des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, il faut, lorsqu'on fait tout ceci, mettre en place un système de suivi et d'amélioration continue. Nécessite une transformation profonde des systèmes économiques, sociaux et technologiques à l'échelle mondiale. Atteindre donc cet objectif d'ici 2050, comme le prévoient de nombreux pays, dépendra vraiment de l'engagement collectif, des innovations technologiques et des politiques de soutien aux populations les plus vulnérables. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, Monsieur Couderin, pour cette explication que vous avez partagée avec nous. Nous sommes à présent aguerris pour affronter notre écosystème. Étant donné que vous n'étiez pas le seul intervenant, je suis sûr et certain que Monsieur Noumoandé Koudal, qui est le second intervenant à l'occasion de ce webinaire, partagera également avec nous de précieuses recommandations sur la question qui a été jetée
historiques et enjeux de la neutralité carbone. Monsieur André Noumon-Toudal, nous vous écoutons. Bonjour à tous. Je me représente. Je suis André Toudal-Noumon, ingénieur agronome. Je porte un grand intérêt à la durabilité des systèmes de production. Je suis ici pour animer un webinaire sur l'historique et les enjeux de la neutralité carbone. Bon. La neutralité carbone, comme mon ami l'a dit tout à l'heure, c'est un terme qui est très lourd de sens et pas uniquement réservé aux spécialistes. Il implique un état d'égalité entre les émissions nettes de gaz à effet de serre, GES, et leur absorption par les puits de carbone naturels. Par puits de carbone naturel, nous entendons les sols, les forêts, les océans, c'est-à-dire toutes les formes d'écosystèmes naturels que nous avons. Cet état implique la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des principaux gaz à effet de serre que sont le CO2 et le méthane. Nous en avons bien d'autres, mais ces deux-là sont les principales formes sous lesquelles les gaz sont présents dans l'atmosphère. La neutralité carbone implique le recours à la transition vers les énergies renouvelables pour faire référence au texte de l'accord et la compensation des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur productif, notamment l'agriculture, l'énergie, dans les domaines du transport, de l'alimentation et de la gestion des déchets. Il faudra aussi penser à la mise en place de politiques carbone permettant à chaque État de contrôler ses émissions à diverses échelles. Ma présentation suivra le plan ci-après. Je présenterai l'historique de la neutralité carbone, les enjeux environnementaux et socio-économiques de la neutralité carbone, puis quelques perspectives. La neutralité carbone a émergé dans les années 90 avec le protocole Kyoto, constituant les premiers engagements internationaux significatifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'accord de Paris en 2015 a élargi la participation incluant les pays en voie de développement et a fixé l'objectif global de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Ces accords témoignent d'une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et d'un engagement collectif vers la transition vers un avenir durable et neutre en carbone. L'accord de Paris en 2015 implique la limitation du réchauffement climatique à travers les efforts pour limiter l'augmentation de température à un seuil de 1,5 degré Celsius. Les engagements nationaux des pays signataires de la Convention à soumettre des conditions des contributions nationales déterminées qui sont mises à jour tous les 5 ans, et qui exigent une transparence à la mise en œuvre des politiques climatiques en échange d'un financement et d'un soutien technique pour des technologies bas carbone provenant des pays développés. Cet accord implique aussi le développement de stratégies d'adaptation et de résilience aux impacts inévitables du changement climatique. Pour présenter les enjeux de la neutralité carbone en Afrique, je parlerai de 3 types d'enjeux: les enjeux agricoles, les enjeux environnementaux et les enjeux socio-économiques. Dans le domaine de l'agriculture, l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités agricoles. Au plan mondial, l'objectif global est de réduire les émissions de CO2 et de méthane de 10 à 15%. Parce que, comme René l'a dit tout à l'heure, ces gaz constituent au moins à 80% des sources de polluants atmosphériques. Les lignes directrices des conventions des contributions nationales déterminées impliquent donc l'optimisation de l'utilisation des engrais, l'adoption de pratiques agricoles régénératrices des sols qui constituent des puits de carbone naturels et une meilleure gestion des effluents d'élevage, qui sont une grande source de formation de méthane dans l'atmosphère. Nous avons aussi le stockage du carbone. Tout à l'heure, j'avais parlé des puits de carbone naturels. Nous en avons de diverses formes. Cela dépend du type d'écosystème. Nous avons les écosystèmes forestiers, nous avons le sol agricole sur lesquels nous produisons habituellement, et nous avons aussi les océans qui stockent le carbone sous forme d'acide carbonique après certains phénomènes. L'enjeu ici est de pouvoir exploiter le potentiel
non seulement des sols agricoles en tant que puits de carbone naturel, mais aussi des océans pour promouvoir les technologies de captage de carbone. Dans le domaine agricole, les stratégies qui doivent être mises en place concernent l'agriculture de conservation, la reforestation et l'agroforesterie. Pour l'adaptation au changement climatique, les agriculteurs font face à des événements météorologiques extrêmes, des variations de régime de précipitation et d'augmentation de température. Il est alors recommandé de mettre en œuvre des pratiques agricoles durables et résilientes, des pratiques de conservation des sols et la reforestation pour pouvoir réduire la vulnérabilité de cette population du genre féminin pour être spécifique aux événements extrêmes du changement climatique. La neutralité carbone implique dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation une durabilité dans l'adoption des technologies d'adaptation au changement climatique, ce qui impose une sensibilisation, des formations, des démonstrations pour les agriculteurs vulnérables. Il ne s'agira plus de juste transmettre l'information, mais de montrer comment s'adapter au changement climatique, pas plus de faire, mais de faire faire. La recherche et l'innovation ne sont pas laissées pour compte, puisque l'amélioration de la productivité, tout en réduisant les émissions nécessite des innovations technologiques en termes de production à travers l'utilisation de variétés efficientes, de pratiques agricoles efficaces, que de transformation à travers les équipements solaires, les moulins solaires, les foyers améliorés. Dans le domaine environnemental, les enjeux environnementaux sont divers. Les changements climatiques, les changements de température et de précipitation affectent la disponibilité en eau des habitats naturels et modifient les cycles des saisons de croissance, ce qui peut entraîner la perte de biodiversité et l'extinction de plusieurs espèces. Les accords de Paris obligent alors certains États à mener des politiques pour l'augmentation des puits de carbone, c'est-à-dire augmentation de la taille des surfaces terrestres exploitées en tant que puits de carbone pour pouvoir améliorer le captage du CO2. La promotion de la transition énergétique. Promotion de la transition énergétique parce que nos États sont assez dépendants des énergies fossiles. Rompre le fil et penser résoudre le problème ne sera pas une solution. Donc, nous pensons alors progressivement adopter les énergies renouvelables en facilitant l'accès à certaines catégories de cibles à des technologies bas carbone. Il faudra aussi penser à l'efficacité énergétique, puisque les technologies bas carbone, l'un des critères d'adoption des technologies bas carbone est leur efficacité énergétique. Donc, pour les femmes, par exemple, il ne s'agira pas, si elles ont l'habitude d'utiliser un sac de charbon pour faire des activités mensuelles, il ne s'agira pas de leur fournir une technologie qui va les amener à brûler plus de bois ou plus de combustible pour détruire les forêts encore plus, mais plutôt à réduire la quantité de bois qu'elles peuvent utiliser. Donc, à travers ça, nous pensons au foyer amélioré et à diverses formes de technologies. Parlons de la biodiversité et des écosystèmes locaux. La protection des habitats et des écosystèmes naturels est un point clé, car ces écosystèmes locaux qui sont à préserver constituent des zones de réserve. Sans elles, les technologies de captage de carbone n'atteindrait pas vraiment leur point d'impact. Nous pensons aussi aux pratiques agricoles durables, à travers lesquelles il faut promouvoir et encourager l'adoption de techniques d'agriculture biologique et régénérative qui respectent les particularités des écosystèmes locaux. Sur le point des énergies, des ressources naturelles,
Nous pensons qu'il faut mettre en place des stratégies locales de valorisation des ressources naturelles par des forêts communautaires, sensibiliser et accompagner les jeunes et autorités locales dans la gestion des initiatives de valorisation durable à travers la production, la transformation, la commercialisation pour éviter la surexploitation afin de réduire l'empreinte carbone de l'exploitation des forêts. Nous pensons aussi accompagner les communautés rurales dans l'adoption de techniques de gestion intégrée et durable des eaux, des terres et forêts, qui sont des puits de stockage de carbone naturel. Dans le domaine des énergies renouvelables, nous pensons à la valorisation des sources et technologies solaires, hydrauliques, géothermiques, éoliennes et de biomasse dans les applications énergétiques rurales. Ces applications sont évaluées en termes d'efficacité et de durabilité. La durabilité s'exprime par d'abord par la facilité de l'adoption, mais aussi par le respect du principe d'utilité et le renforcement des capacités pour une gestion durable des technologies. Les enjeux socio-économiques de la neutralité carbone. La transition vers la neutralité carbone présente des enjeux socio-économiques pour les femmes, notamment en matière d'accès à des emplois verts et de participation active dans les secteurs émergents liés à la durabilité. En intégrant une perspective féministe dans les politiques environnementales, on peut favoriser l'égalité des sexes et garantir le bénéfice que la transition énergétique soit équitablement répartie. Les inégalités d'accès aux opportunités économiques. Les femmes sont souvent brimées dans plusieurs secteurs, mais les accords obligent la plupart des États à promouvoir l'inclusion du genre dans les politiques de développement durable, ce qui implique une réduction et une inclusion du genre dans les stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Puisque dans nos ménages, nos mères, nos femmes, nos sœurs utilisent d'utiliser du charbon. Nous leur proposons des améliorés, nous leur proposons des moulins solaires et tout autre outil de technologie bas carbone qui permettra de mettre moins de la réduction des émissions de gaz à effet de serre crée une ingénierie transformationnelle de l'employabilité dans plusieurs secteurs clés, que sont l'agriculture, l'énergie, l'eau et les ressources naturelles. Les femmes ayant plus accès aux ressources n'ont pas toujours la chance de bénéficier des formations et renforcement des capacités pour accéder aux emplois verts ou à en créer elles-mêmes. Elles sont donc confuses et, je vais dire stressées. Donc, les perspectives que nous proposons. Nos perspectives sont axées sur 3 points. L'agriculture régénératrice, la restauration des écosystèmes et les énergies renouvelables. Dans le domaine de l'agriculture régénérative, nous pensons promouvoir des pratiques agricoles durables et intelligentes face au climat pour la séquestration de carbone à travers l'agroforesterie, la rotation des cultures, la production de compost et autres techniques de captage et de stockage de carbone. Aussi, nous pensons renforcer les capacités sur l'utilisation des technologies avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers la fabrication de biofertilisants locaux, l'utilisation de variétés résistantes, de variétés ou d'espèces CO2 efficientes et de biocombustibles. Comprenez pas le terme variété CO2 efficiente, c'est-à-dire les variétés qui valorisent au mieux le CO2 pour la restauration et la protection des écosystèmes locaux. Nous pensons que mener des campagnes de sensibilisation sur les pratiques éco-citoyennes et sur les bonnes pratiques de restauration des écosystèmes humides et zones forestières dégradées qui sont des puits de carbone naturels avec des modèles agroforestiers efficaces sont la meilleure stratégie. Il faudra d'abord informer, ensuite former, puis amener chaque producteur à adopter des pratiques agricoles durables, bénéfiques aussi bien pour lui-même que pour l'environnement. Puisque en milieu rural, tout est dicté par l'intérêt, nous pensons qu'amener le producteur à pouvoir comprendre que le bien qu'il fait à l'environnement, c'est pour lui-même être la meilleure stratégie. Aussi, nous pensons à la valorisation des biodéchets en produits utiles à travers les biopesticides. Nous avons par exemple le cas de la production du manioc qui génère dans la transformation en notre gari, que tout le monde connaît, qui produit beaucoup de déchets, mais très peu de personnes savent que ces déchets peuvent être valorisés pour la production de biopesticides, par exemple.
C'est une des initiatives que nous pensons mettre en place. Aussi, il y a l'éco-textile. L'éco-textile, c'est aussi une forme de valorisation des déchets plastiques, pas uniquement des déchets plastiques, puisque nous avons des espèces qui produisent du latex que l'on peut valoriser aussi. Dans le domaine des énergies propres, nous pensons faciliter l'accès à des technologies de valorisation ainsi que l'adoption des technologies d'énergie propre à travers la géothermie, le solaire, l'éolien. Nous pensons aussi promouvoir les technologies de transformation de la matière organique en biogaz à travers les biodigesteurs est une meilleure stratégie. Merci pour votre attention. Merci à vous, Monsieur Noumandé Toudal, pour cette explication que vous avez partagée avec nous à l'occasion de ce 22e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Alors, Monsieur Noumandé Toudal, vous qui avez partagé ces précieuses informations avec nous tout de suite, on reste avec vous avant de poser la question à M. Couderin Martial. Dites-nous, que doit-on faire concrètement si l'on veut préserver notre environnement? Au regard de tout ce que vous avez dit, que doit-on comprendre et que doit-on faire? Ce qu'on peut faire pour préserver notre environnement. Mon aîné tout à l'heure a mentionné quelques stratégies, mais je vais faire quelques propositions. On peut protéger nos environnements à plusieurs niveaux. Mais d'abord, au niveau individuel, il s'agit de moins polluer. Quand on dit moins polluer, c'est-à-dire mieux gérer ses déchets, produits consommés de façon utile. Il ne s'agira plus d'acheter des produits juste pour l'accumulation. Mais aussi, une fois que le produit est consommé, comment les déchets sont gérés. Il s'agit dans nos ménages, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire une fois que les produits sont consommés, ils sont regroupés, ils sont mis dans des paniers. Une fois, s'il n'y a pas de déboueur qui passe pour la collecte, les déchets sont généralement jetés au bord des voies ou sur des espaces non utilisés. C'est une mauvaise pratique citoyenne. Donc, il faudra développer des stratégies éco-citoyennes aussi bien au plan individuel, au plan communautaire, puisque ça part de là. Quand l'individu ne peut pas le faire lui-même, on peut pas, c'est difficilement que la communauté se met au pas. Deuxièmement, dans le domaine agricole, vous m'excusez de revenir plusieurs fois au domaine agricole, puisque d'une certaine manière, c'est aussi bien, c'est mon quotidien. Donc, je travaille avec les producteurs de façon quasi quotidienne, quasi horaire. Donc, je fais toujours référence à eux. Au niveau des producteurs, nous les encourageons à réduire leur utilisation de pesticides chimiques et de fertilisants chimiques. Nous les encourageons à mieux valoriser leur environnement pour la production des bio-intrants. Puisque l'agriculture, c'est l'une des sources majeures de gaz à effet de serre. S'ils veulent mieux produire durablement pour leurs petits-enfants, ils ont un grand intérêt à se concentrer sur les produits les bio-intrants. En milieu rural, il y a les transports urbains, nous avons aussi les ménages, les femmes qui utilisent des charbons de bois. Nous encourageons les femmes à adopter des énergies propres, des foyers améliorés et d'autres formes de technologies qui réduisent l'empreinte carbone des ménages et qui sont favorables à l'environnement. Parce que le changement climatique, ce n'est pas seulement un milieu rural, c'est aussi un milieu urbain. Je pense que les technologies de biodigesteurs, elles ont été testées, approuvées, et nous encourageons chaque ménage à les adopter. C'est vrai que l'accès économique est un peu limité, mais nous sensibilisons beaucoup pour l'adoption de cette technologie, puisque quand on quantifie la quantité de charbon qu'un ménage utilise de façon annuelle, vous pouvez estimer ça à une forêt, si je peux m'exprimer en ces termes.
Donc, Merci beaucoup à vous, Monsieur Noumandé Toudal, pour cette explication que vous avez partagée avec nous. Alors, on va revenir sur Monsieur Koudérin Martial. Dans votre explication, vous avez parlé d'un certain nombre d'enjeux, que ce soit social, que ce soit environnemental, et vous avez dit en introduction que vous étiez pisciculteur. Alors, comment peut-on concilier neutralité carbone, protection de l'environnement, tout en visant des enjeux économiques assez conséquents pour subvenir aux besoins fondamentaux de notre famille? Monsieur Koudérin. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est fondamental de dire que c'est un équilibre qu'il faut rechercher. Parce que je l'ai dit plusieurs fois, l'homme ne peut pas vivre sur la Terre sans émettre du CO2, sans qu'il y ait zéro émission de gaz à effet de serre. C'est fondamental parce que nous avons des besoins d'assumer une sécurité, une souveraineté même alimentaire. Et pour ça, on ne peut pas ne pas produire. Alors, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que on peut réduire nos consommations de viande pour dire que il faut peut-être réduire les élevages parce que ça contribue énormément à l'émission de gaz à effet de serre. Mais cela ne voudrait pas dire que on va donc désormais s'abstenir de tout et faire face encore à d'autres problèmes qui pourraient être d'ordre sanitaire. Donc revenir sur les questions de malnutrition parce que on aurait peut-être choisi de s'abstenir de consommer des produits animaux par exemple, ça peut nous amener sur d'autres terrains. C'est pour cela que c'est un équilibre qu'il faut rechercher. Et pour rechercher cet équilibre, il faut être capable de mesurer. Il faut être capable de mesurer qu'est-ce que j'émets ou qu'est-ce que mes choix m'amènent à émettre comme gaz à effet de serre et voir quels sont les efforts que je dois faire pour compenser. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on dit qu'il faut, par exemple, en matière de transport, il y a des extrémistes, ça c'est clair. Moi, je suis pas extrémiste. Il faut éviter de prendre l'avion, mais il faut marcher à pied tout le temps. Il faut pas prendre la voiture, il faut pas rouler la moto parce que ça pollue. Mais en fait, on n'a pas le choix, en fait, si on veut vivre. Parce que moi, je dis, au niveau de Crédit ONG, on parle d'une descente de l'homme, mais en harmonie avec la nature. Ça veut dire que, effectivement, l'équilibre est à rechercher entre nos émissions et les absorptions ou les stratégies justement d'absorption. Il faut réduire, c'est ce qu'on dit, on ne peut pas dire qu'on va mener des activités qui ne vont jamais émettre de gaz à effet de serre. Donc voilà ce que je peux vous répondre par rapport à votre question. C'est une question de recherche d'équilibre. C'est pour ça qu'on parle de la neutralité et il y en a qui vont plus loin pour parler donc de carbone négatif. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Koudérin, pour cette explication. Alors, chers amis, vous qui êtes sur cette plateforme, vous qui aviez suivi avec attention leurs deux recommandations, l'occasion vous est donnée maintenant de poser directement des questions à nos deux intervenants ce soir, que ce soit Monsieur Koudérin Martial ou Monsieur Noumandé Toudal, qui sont tous deux des passionnés de la sauvegarde de notre environnement et qui œuvrent quotidiennement pour la préservation des conditions de vie. En attendant que nous ayons la première intervention, Monsieur Martial, comme vous êtes, oui. Nous sommes avec vous, nous restons toujours avec vous. Pensez-vous qu'il est vraiment possible au Bénin, pour des jeunes qui veulent se lancer dans cette activité, d'envisager, mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour pouvoir réduire un tant soit peu leur déplacement, parce que vous avez dit qu'il nous faut changer nos habitudes. Voilà, si on doit changer nos habitudes, est-ce à dire que l'on doit
carrément passer à des véhicules électriques comme tout le monde le dit. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut plus utiliser la clim? Il faut peut-être penser à aérer les maisons. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement si on veut un tant soit peu réduire la production du gaz à effet de serre que nous émettons rien que via le transport? Oui, c'est clair que effectivement, il y a des changements de comportement qui ont un coût et je dirais même qui ont besoin d'investir conséquemment. Par rapport à ça, je pense que c'est pas des transformations qui sont véritablement accessibles pour les jeunes et surtout pour les pays en développement comme nous. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de la vulnérabilité donc des pays en développement et donc des personnes qui ont des revenus assez faibles. C'est clair qu'on peut choisir, il y a des choix responsables qu'on peut faire, il y a des choix de consommation responsables qu'on peut faire et qui sont parfois même moins coûteux parce que il y a des constructions, des modes de construction peut-être aujourd'hui écologiques qui vont nous permettre d'avoir quand même du confort sans avoir besoin véritablement de mettre la clim ou bien d'avoir besoin d'utiliser à tout moment de l'énergie avant de retrouver un confort. Donc, il est question d'avoir de l'information, il est question d'accéder aussi à ces technologies qui ne sont pas forcément qu'une question de moyens, c'est une question d'information et c'est une question de connaissance, c'est une question de choix pour différents domaines, que ce soit dans le transport, dans la construction, dans les habitudes alimentaires. Je pense que le plus important, c'est d'amener les jeunes à avoir accès à l'information et à opérer des choix en toute connaissance de cause. Certes, il y a des choix qui sont coûteux, mais il y en a aussi qui sont accessibles. Merci beaucoup pour cette explication. Nous rappelons une fois de plus que pour interagir à l'occasion de ce webinaire, si vous souhaitez intervenir de façon orale, il vous suffit simplement d'appuyer sur discussion et ensuite sur l'émoticône en haut à droite, levez la main pour interagir de façon orale ou si vous le souhaitez, vous pouvez toujours laisser votre commentaire ou votre question dans la discussion pour qu'elle puisse être relayée. Monsieur Moumandé Toudal, vous qui êtes avec nous, vous avez dans votre développement parlé de l'inclusion du genre, qu'il faut prendre en considération le fait d'introduire les femmes pour qu'elles s'intéressent de plus en plus à la question. Mais la question est comment pourrons-nous véritablement les introduire dans ce secteur? On sait qu'au Bénin actuellement, on subit des canicules. Et M. Martial vient de dire tout de suite qu'il ne faut pas allumer la clim, il faut l'allumer que par nécessité. Est-ce qu'on peut concilier les deux? Inclure une femme, les femmes en général, pardon, et bien évidemment concilier économie et intégration du genre. Vous pensez que c'est possible? Je vais répondre à la question par oui. Comment? Oui, pourquoi? La technologie, quand on crée une technologie, on n'est pas obligé de l'implémenter à grande échelle dès le départ. Et c'est même recommandé de commencer à petite échelle. Dans l'adoption, la vulgarisation d'une technologie, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Dans le cas des femmes, elles peuvent s'insérer dans les emplois verts ou en créer elles-mêmes plutôt. L'utilisation de votre question. La question, vous savez, vous m'excuserez, les femmes aiment souvent être à l'aise, utiliser les choses
je dirais, profiter aisément de ce que la nature offre. Monsieur Martial vient de dire tout de suite, bon, qu'il faut allumer les clims que par nécessité. Vous avez dit d'intégrer le genre féminin dans tout ce qui est préservation du cadre de vie. Et je disais, est-ce que c'est possible de souvent concilier neutralité carbone, les activités qui vont avec une intégration du genre? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est quelque chose qui est abordable quand on sait que certaines, je m'excuse à l'avance, ont un penchant pour l'utilisation à outrance, pour ne pas dire gaspiller parfois certaines ressources? Bon, on peut, tout à l'heure dans ma présentation, j'ai parlé de transition vers les énergies renouvelables. On ne peut pas couper net le cordon avec les énergies fossiles. Si une femme a l'habitude de vivre dans un certain confort, lui demander de rompre parce que c'est trop carbone coûteux, c'est la fâcher. Maintenant, nous pouvons toutefois penser à un moyen de produire son confort à partir d'une technologie bas carbone. Nous avons aujourd'hui des outils qui permettent de faire tourner des moteurs, les biodigesteurs qui permettent de faire tourner des moteurs pour produire de l'énergie. Cette énergie peut être valorisée sous forme d'énergie électrique comme de toute une autre forme d'énergie. Je connais pas des soudeurs qui produisent du biogaz qui est utilisé aussi bien pour la fabrication, pour les ménages que pour la soudure. C'est vrai, c'est risqué, mais la technologie existe, c'est testé, ça marche. Maintenant, pour revenir aux questions du genre, les femmes exigent du confort, je n'en refuse pas. Mais nous pouvons les amener elles-mêmes à être conscientes que leur confort a des exigences qui sont coûteuses pour notre environnement. Et si on veut survivre, il faudra se plier à certaines règles. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup pour votre commentaire. Nous avons une première réaction de Monsieur Tommy, qui était avec nous. Je ne sais pas si vous souhaitez poser directement votre question. Ou... Quelqu'un qui est un agronome et j'avais parlé avec lui sur la protection de l'environnement et tout ça. Et chez nous en Allemagne, c'est souvent comme ça qu'il y a un dispute entre les agronomes et les environnementalistes parce que les agronomes disent « Ah, les environnementalistes, ils veulent qu'on fait comme ça et ne plus comme ça et c'est plus économique. » Et en même temps, les environnementalistes disent « Oh, tous les agronomes, ils sont mal, ils détruisent la nature parce que c'est trop industriel et tout ça. » C'est un peu... oui, c'est pas en détail comme ça, mais pour montrer la situation. Et j'aimerais bien savoir si vous avez des idées comment on peut travailler mieux ensemble, les environnementalistes et les agronomes, pour tout le monde comprenne qu'ils sont ensemble. C'est pas un groupe contre un autre groupe, mais on doit travailler ensemble. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Tommy, pour votre question. On va plutôt laisser la parole cette fois-ci à Monsieur Koudéré Martial de donner une réponse à cette question. Comment concilier environnementalistes et agronomes pour qu'ils puissent travailler en synergie, pour qu'il n'y ait pas tout le temps des coups de bec lorsque l'un ou l'autre fait une suggestion ou une proposition. Merci beaucoup. Oui, merci pour la question, Tommy. Je crois que moi, j'ai l'habitude de dire, peut-être à tort ou à raison, que je suis environnementaliste, mais je suis pas un extrémiste.
Les extrémistes, c'est de dire c'est l'environnement ou rien, que l'homme est au centre en fait de l'enjeu ou de l'intérêt que nous accordons aujourd'hui à l'environnement. C'est parce que l'environnement sert à l'homme, surtout que y a des environnementalistes qui en parlent aujourd'hui et qui veulent à tout prix sauvegarder l'environnement. Mais il faut sauvegarder aussi l'espèce humaine. Et pour sauvegarder l'espèce humaine, il y a besoin qu'on puisse lui accorder une place dans cet environnement. Et lui accorder cette place dans l'environnement, c'est quand même de dire que il a des besoins, il doit pouvoir manger, il doit pouvoir assumer un certain nombre de besoins qui sont des besoins vitaux. Et c'est vrai que pour cela, il y a peut-être effectivement des bonnes pratiques à adopter dans la production de ces biens ou de tout ce que on peut appeler produits agricoles. Donc, il y a de l'agriculture écologique. Justement, on en parle depuis plusieurs années. On parle de la promotion de l'agroécologie, une agriculture qui respecte l'environnement, une agriculture qui est moins dépendante des intrants extérieurs. Et on estime que lorsque on s'inscrit dans cette dynamique, effectivement, il y a des enjeux économiques importants parce que on est habitué à des rendements, on a fait des plans d'affaires en se basant un peu sur les rendements qu'on obtient en appliquant un certain nombre de technologies, de techniques culturelles. C'est clair que lorsqu'on va vouloir changer ces modes de travail, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la résistance parce que ça va plomber d'une façon ou d'une autre les rendements dans un premier temps parce que faire la transition pour aller vers de l'agroécologie, c'est aussi un investissement. On ne va pas avoir les résultats immédiatement. On va avoir peut-être des rendements, ce serait rentable, mais sur le long terme. Et ça ne sera pas rentable la première année ou la deuxième année parce qu'on dit qu'il faut faire de l'agroforesterie, mais il y a un temps pour installer les arbres qu'il faut, il y a un temps pour que ça grandisse, il y a un temps pour que ça donne ses fruits et que ça puisse véritablement contribuer à la fertilisation ou à l'amélioration de la fertilité des sols. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce que l'agriculteur, il mange? Donc, on doit comprendre qu'effectivement, on pourrait avoir cette résistance. Et tant qu'on ne va pas mettre en place une stratégie d'accompagnement des agriculteurs pour faire cette transition, il y aura toujours des problèmes. Donc, je crois que c'est vraiment pertinent le sujet, mais c'est partout, même chez nous, ici au Bénin, la question se pose, on en discute tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Koudérin. Monsieur Noumandé Toudal, voulez-vous renchérir, vous qui êtes également agronome, voulez-vous, et qui est passionné par l'agronomie, voulez-vous peut-être renchérir en accompagnant peut-être l'explication qu'a donnée Monsieur Toudal sur la question de Monsieur Tommy, s'il vous plaît? Oui, je pourrais renchérir en disant que l'agronome et l'environnementaliste sont des spécialistes de deux domaines différents. Mais la base pour les deux, c'est l'environnement. L'agronome, il utilise l'environnement pour produire, se nourrir et nourrir. L'environnementaliste, il est chargé de faire respecter l'environnement, de mettre tout en œuvre pour que le cadre de vie, aussi bien de l'individu, de la communauté et du continent, soit sain. Maintenant, dans le domaine agricole, l'environnementaliste est chargé d'amener le producteur à optimiser cette technique de production pour moins détruire l'environnement, moins dégrader l'environnement, c'est-à-dire mettre en place des stratégies pour amener le producteur à ne pas absorber les puits de carbone restants, les forêts, les mangroves.
c'est aussi une partie du rôle de l'agronome, mais je pense que l'agronome devrait beaucoup plus être spécifique au niveau des techniques de production. C'est vrai que l'environnement entre dans son domaine d'action, mais sans environnementalisme, on peut pas mettre en place des plans de gestion de forêt, des plans communautaires de gestion de forêt. Sans environnementaliste, c'est assez difficile, puisqu'il faudrait faire une évaluation d'impact environnemental et beaucoup d'autres choses derrière. Ce sont des outils que l'agronome n'a pas nécessairement. Maintenant, l'agronome peut toutefois, avec une certaine expérience et des qualifications complémentaires, être environnementaliste. Là, c'est là que se trouve le problème, puisqu'il faut classer chacun dans son domaine et éviter des contradictions. Mais un environnementaliste n'est pas nécessairement un agronome. Un agronome peut être environnementaliste. C'est ce que je peux dire. Maintenant, l'environnementaliste peut conseiller le producteur à utiliser des techniques d'agroforesterie pour améliorer sa stratégie de gestion de l'environnement. Là, c'est bénéfique pour le producteur, mais pas sur le court terme, c'est bénéfique sur le long terme. Donc, progressivement, le producteur va continuer à exploiter sa parcelle agricole, mais au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, les endroits où il avait l'habitude de produire des légumes, où il avait l'habitude de produire de la tomate ou du piment, vont progressivement être couverts par des arbres fruitiers. Il change alors de modèle économique, puisqu'au départ, il produisait des légumes pour pouvoir subvenir à ses besoins et nourrir, mais maintenant, il produit des fruits. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Monsieur Noumandé Toudal, pour cette explication. Si je retiens bien de vos deux développements, on dira qu'il faut que les deux apprennent à concilier leur activité, puisque un agronome, un ingénieur agronome, lorsqu'il produit, son principal objectif, c'est de faire du profit, alors que l'objectif principal de l'environnementaliste, c'est de préserver l'environnement. Donc, il faut que les deux discutent davantage, qu'ils mettent en place de nouvelles stratégies qui iront dans le sens des intérêts de chacun. Il faut que l'environnementaliste comprenne qu'un ingénieur agronome a besoin de faire des profits et il faut que l'ingénieur agronome comprenne que les exigences de l'environnementaliste sont importantes lorsqu'il décide de mettre en œuvre son activité et de produire. Et je pense que s'ils se mettent à discuter ensemble, comme vous l'aviez suggéré, je pense qu'à la longue, il y aura un terrain d'attente. Bien que cette difficulté existe dans tous les pays, je pense qu'en travaillant ensemble, nous pourrons parfaire notre activité. Madame Anita, je ne sais pas si vous êtes toujours là, si vous souhaitez interagir. Monsieur Tommy, avez-vous reçu réponse à votre question? Oui, c'était très intéressant. Je vais réfléchir sur ça encore plus et je pense que ce sont des points très importants, très fondamentaux pour travailler ensemble, pour avoir des énergies. Et merci pour les réponses. Merci, Ravo. Madame Anita, Monsieur Gopa, je ne sais pas si vous aviez des questions ou si vous souhaitez interagir. Alors, je disais qu'en dehors de la volonté des personnes elles-mêmes, des environnementalistes et des agronomes en eux-mêmes, il y a des politiques gouvernementales en haut de la chaîne qui doivent être conformes à la base à ce que l'on souhaite que ce soit avant que la mise en œuvre ne soit effective à notre niveau. Alors, est-ce qu'il y a une méthode qui permet de convaincre au mieux les autorités, ceux qui sont censés prendre les décisions pour une meilleure mise en œuvre des mesures visant à préserver l'environnement? Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Anita.
Monsieur Noumandé Toudal, vu que nous sommes restés avec vous, voulez-vous commencer par donner une réponse à sa préoccupation, une réponse assez brève quand même, puisque nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de notre webinaire. D'accord. La question, c'était de savoir quelles sont les stratégies pour pouvoir amener les autorités et les politiques à améliorer la gestion environnementale. Voilà. OK. Bon. Pour pouvoir mettre en place des politiques de gestion environnementale. Et dans ces politiques, on dit, pour aller de façon intrinsèque, on dit que pour pouvoir exploiter telle surface, il faut utiliser cette méthodologie plutôt que à chaque cycle d'amener que le producteur coupe un hectare d'une forêt, on le cantonne à une même zone, et on le met à disposition des techniques, des technologies pour pouvoir être sédentarisé. C'est le cas par exemple du projet forêt classée où on est en train de sédentariser des agriculteurs dans certaines forêts classées. À chaque année, les producteurs emblavent 1 hectare, 2, 3 hectares, ce qui fait qu'au bout de 5 ans, il y a des forêts classées qui vont disparaître. Donc, il y a un pan de ce projet-là, par exemple, qui doit prendre en compte des plaidoyers par rapport aux autorités gouvernementales pour l'exploitation de ces forêts. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est la réponse que je propose. Je ne sais pas si mon aîné a quelque chose à dire. Merci beaucoup, Monsieur Noumandé Toudal, pour cette réponse. Monsieur Martial, est-ce que sa réponse vous satisfait? Oui, je crois que effectivement les politiques sont importantes au-delà de tout. Si on veut créer une dynamique à l'échelle d'une nation ou d'un continent ou de la planète, c'est vrai que ça doit aussi rythmer avec la politique. Même si généralement on observe qu'il y a des politiques qui existent, mais sur le terrain, c'est carrément autre chose qui se fait. C'est quand même nécessaire aussi de pousser un peu à ce niveau. On sait qu'il y a beaucoup de pays qui ont ratifié des conventions, mais qui en réalité n'en font vraiment rien. Et donc, les politiques sont importantes, mais c'est vrai que c'est pas forcément elles qui leur application, en fait, pose souvent aussi des problèmes. Donc, on doit un peu jouer sur les deux tableaux pour y arriver. Merci beaucoup à vous, Monsieur Koudérin Martial, pour cette explication que vous avez donnée. Pour nos présidents webinaires. Oui, allô? Oui, madame. Je salue Anita au passage. Voilà. Pour les précédents webinaires que nous avions eus, cette question a déjà été débattue et il semble qu'il existe suffisamment de lois au Bénin et en Afrique dont on peut faire usage pour assurer quand même la préservation du cadre de vie. Ce qui est difficile, c'est leur mise en application. Et je pense que ce n'est que grâce à des webinaires, grâce à des sensibilisations, grâce à des mouvements collectifs et grâce à la mise en application des diverses recommandations que vous avez apportées que nous réussirons quand même à toucher de plus en plus les autorités. Nous vous remercions tous pour votre participation à l'occasion de ce 22e épisode des webinaires sur la neutralité carbone et nous remercions très sincèrement nos deux intervenants de ce soir, M. Martial Koudérin et bien évidemment M. Noumandé Toudal pour vos différentes participations. Avez-vous des mots de fin très très rapidement à des populations béninoises? On va commencer par vous, M. Koudérin, vu que vous êtes toujours à l'antenne. Oui, je crois que la neutralité carbone, c'est une question de tous. Et c'est vrai que ça pourrait prendre du temps, mais nous devons véritablement prendre en considération cet aspect, en fait,
qui constitue la racine de ce que nous observons aujourd'hui au niveau donc de notre planète par rapport à toutes les catastrophes naturelles, les sécheresses, les inondations, les chaleurs excessives que nous observons. Si vraiment on a envie d'inverser la tendance, il est indispensable de prendre en considération cette notion donc de la neutralité carbone et surtout de mener des actions au niveau personnel, au niveau individuel, au niveau associatif pour ne serait-ce que tendre vers la neutralité carbone. On dit que beaucoup de petits gens faisant beaucoup de petits pas dans beaucoup de petits endroits peuvent changer le monde. Donc, allons-y tous, chacun dans son coin, avec des actions locales pour des impacts au niveau global. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Couderin, pour cette explication que vous avez partagée avec nous. À vous, Monsieur Noumandé Toudal, des recommandations à l'endroit de la jeunesse? Ce que je peux recommander à la jeunesse, c'est la neutralité carbone, c'est un objectif de développement durable. Même si on ne le dit pas, c'est un objectif de développement durable. Tout ce qu'on fait aujourd'hui est lié au carbone. Et si on veut tenir et aller loin, il faut que chacun y mette du sien pour qu'en 2030, on puisse dire, même si on n'a pas atteint notre objectif, nous avons fait le maximum qu'il faut. Merci beaucoup à vous, Monsieur André Toudal, pour cette recommandation. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres à l'occasion de ce 22e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Nous vous remercions très sincèrement et nous vous rappelons et vous assurons que dans quelques jours, la version définitive de cette vidéo sera mise en ligne sur notre page YouTube où vous pourrez la revoir au passage et apprécier de nouveau les différentes recommandations qui ont été partagées avec nous par M. Couderin et M. Noumandé Toudal. Vous pouvez également nous écrire directement si vous souhaitez recevoir l'actualité concernant nos prochains webinaires sur nos différentes plateformes qui sont envoyées bien évidemment dans la discussion, ou vous pouvez nous écrire directement à l'adresse mail marketing@solasolution au pluriel.africa.com marketing@solasolution au pluriel.africa.com ou nous écrire directement par WhatsApp si vous souhaitez intégrer notre canal ou recevoir l'actualité concernant nos prochains webinaires au plus 229 60 22 94 94. Le plus 229 60 22 94 94. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres et les informations que je viens de partager sont présentes dans la discussion. Au revoir.